Eh bien, d'abord, bonsoir à tous et je vous remercie d'avoir répondu présent à notre petite invitation sur notre conférence dédiée à l'apprentissage, qui est le nerf de la guerre pour nos enfants de demain. Aujourd'hui, nous rencontrons pas mal nos chefs d'entreprise qui sont représentés par différentes structures. On a du mal à trouver des jeunes apprentis. Ils en trouvent, mais ils ont 19, 20, 30 ans. Peut-être pas 30 ans, mais 20 ans sûr. Donc nous, le mouvement des citoyens, ce qu'ils souhaitent, c'est remettre au goût du jour le mot travail et l'intégrer le plus tôt possible au niveau de l'éducation. C'est-à-dire qu'un jeune, 15 ans, dans le monde du travail, dans le monde de l'apprentissage. Pour ce faire, aujourd'hui, on a Nicolas Tiedemann, qui est délégué régional du mouvement des citoyens. On a Éric Delannoy, vice-président, fondateur, et Thibaut Guilhuy, qui fait partie des vice-présidents fondateurs aussi du mouvement. On ne va pas parler de politique aujourd'hui, on veut uniquement débattre sur ce qui nous tient à cœur, l'avenir de nos enfants, sur le monde de l'apprentissage. Je vais laisser la parole à Nicolas, qui va nous en parler un peu plus. Merci. Alors bonsoir à tous, merci beaucoup d'être venus. Donc on a la chance effectivement, moi j'étais comme vous au départ, je ne connaissais pas du tout Nous Citoyens, j'ai écouté Denis Père un jour sur BFM Business qui a parlé de ce mouvement Nous Citoyens. Je les ai contactés pour m'investir un petit peu dans la vie, pas du tout politique, mais redonner un petit peu la parole à la société civile. Et ce qui m'a beaucoup séduit dans ce mouvement, c'est que c'est un mouvement qui veut que la France en sorte par le haut, mais qui veut interroger également le terrain. Voilà. Il y a un gros point dans Nous Citoyens, ce sont les commissions. Ce qui m'intéresse beaucoup, moi, dans les partis politiques, c'est de savoir, au-delà d'ambition, c'est un petit peu leur programme et les solutions, les objectifs qu'ils ont pour le pays, et les méthodes et comment y arriver. Voilà. Alors c'est un gros point fondateur chez Nous Citoyens. On a la chance aujourd'hui d'avoir 2 vice-présidents fondateurs, mais qui sont également en charge des commissions. Il y a plusieurs thèmes de commission, dont l'apprentissage, qui ont été développés dans Nous Citoyens. Et je pense très intéressant pour des personnes comme vous de confronter un petit peu vos connaissances, vos points de vue, vos questions, vos remarques à des personnes qui pensent des programmes tous les jours, qui les confrontent au terrain et qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on les enrichisse. Voilà. Parce que ce que j'ai appris en fait dans ce parti, en rencontrant un petit peu les têtes pensantes, c'est que d'abord ils essaient de déterminer les bonnes cibles, les objectifs, de déterminer des méthodes, mais ils savent très bien que penser des objectifs sans méthode et en étant coupé du terrain, ça ne vaut rien. Voilà. Et ce que je vis tous les jours avec les équipes, c'est qu'ils s'inspirent directement du terrain. Nous sommes là pour ça. Il y a une antenne dans le Nord qui coordonne les commissions, qui prennent les informations du terrain de personnes comme vous, du corps enseignant, de chefs d'entreprise, de toute personne qui s'intéresse au sujet. Et nous en faisons la synthèse et nous remontons l'information au siège à Paris. Et ils confrontent un petit peu ces remontées d'informations avec les objectifs et ils les intègrent dans les méthodes. Voilà. Donc Nous Citoyens, c'est pas au-delà de la politique, ce qui est intéressant, c'est surtout que c'est une méthode, ce sont des objectifs pour sortir un pays du marasme, avec des têtes pensantes qui sont là ce soir et qui sont extrêmement ouvertes et qui pourront répondre à toutes questions. Voilà. Bonjour à tous. Bon, tête pensante, c'est peut-être un peu... on est aussi chef d'entreprise, l'un comme l'autre. On va faire de la politique ce soir, parce que la politique, c'est l'organisation de la cité, et que nos enfants sont au centre de la politique. On va essayer de ne pas faire de politique politicienne. Et la politique politicienne consiste d'abord à commencer par ne pas dire ce que les gens veulent entendre, mais quelle est la réalité du pays, et quelles sont les mesures, même si elles sont difficiles à entendre, qu'il est nécessaire de prendre en compte. Alors, on va revenir sur l'apprentissage. Je vais quand même élargir le propos à l'emploi, parce que l'apprentissage est une conséquence d'une capacité à retour à l'emploi pour les jeunes. Conséquence qui est négligée de manière très forte. Alors, on se pose souvent la question, mais finalement, Valls, Hollande, nous, on considère que c'est des gens qui ont compris pas mal de choses, en fait. Macron aussi. Ils ont compris pas mal de choses. Ce sont ceux qui, parmi les hommes politiques, ont le mieux décrit aujourd'hui qu'est-ce qui était nécessaire de faire pour libérer les freins à la création de richesses, notamment faire en sorte de sortir les entreprises de l'ornière dans laquelle on l'a mise. Un chef d'entreprise, c'est un délinquant potentiel en France. Donc, il faut le savoir, et je vais expliquer pourquoi. Et ça, c'est juste inacceptable. Comment veut-on créer de la richesse quand ceux qui sont à la tête de la création de richesse, parce que c'est quand même pas l'administration, malgré tout le respect que je lui dois, qui crée la richesse. L'administration est là pour supporter la création de richesse et pour former les gens qui vont permettre de la créer. Je parle notamment de l'éducation nationale.
Donc il est extrêmement clair que dans un cadre comme ça, Valls et Hollande ont très bien décrit ce qu'il fallait faire. Le problème, c'est qu'ils sont totalement empêchés parce qu'ils n'ont pas la légitimité pour le faire. C'est un peu ça le problème. Nous, ce que l'on revendique, c'est des idées qui sont sur la problématique de l'emploi, dans laquelle on recherche un cessez-le-feu idéologique. Vous voyez, à chaque fois qu'on parle d'emploi, il y a les syndicats qui crient au scandale, les syndicats de salariés qui crient au scandale parce qu'on veut remettre en cause le modèle social français. Il y a les patrons qui crient au scandale parce qu'on veut systématiquement défendre un modèle social obsolète. Et puis il y a l'État qui dit « moi j'ai la solution, on va faire des emplois aidés ». Bon, on voit bien que l'État seul n'y arrive pas, les syndicats seuls vont dans le mur, de toute façon ils ne sont pas représentatifs, on va y revenir, et les syndicats patronaux ou les entreprises seules, elles ne peuvent rien faire sans la puissance publique. Donc il faut un cessez-le-feu idéologique où chacun y met du sien pour aller vers des mesures qui, pour le coup, ne sont pas chères, ne coûtent rien au budget d'État. Hein, vous savez, le sacro-saint budget d'État et le déficit public. Il y a des mesures qui ne coûtent rien au budget d'État. Quand on parle de libérer les freins à la création de richesse pour mettre en place un environnement de création de richesse, ça commence par la réforme du Code du travail. Juste 2 chiffres. Le Code du travail, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas 3000 pages, c'est 216 pages, d'accord, mais 216 pages suffisamment complexes et contradictoires pour que ça génère 3000 pages de jurisprudence, avec 30 nouvelles avis de la Cour de cassation par jour, dont 16 qui sont en contradiction avec les procès en appel. Ça veut dire qu'on s'y retrouve pas, en gros. Et ça veut dire ça veut dire 2 choses. 1, on s'y retrouve pas. 2, ce sont des juges qui font la loi dans les entreprises. Et donc, un chef d'entreprise est un délinquant potentiel. Reprendre le chemin de l'emploi, c'est libérer les freins à la création de richesse en réformant tout ça. D'accord ? Premier sujet. Deuxième sujet, on a un problème sur les emplois non qualifiés en France. Aujourd'hui, 60% des chômeurs n'ont quasiment pas de diplôme ou un BEP ou un CAP qui malheureusement n'est pas reconnu. On y reviendra sur comment les revaloriser. Et les 2 tiers des chômeurs de longue durée n'ont pas de diplôme. Ça veut dire qu'on a un vrai problème de formation et ça veut dire qu'on a un vrai problème de capacité à employer des gens qui n'ont pas de qualification. Si on met ça en regard où chaque année 150 000 jeunes sortent du système scolaire sans formation, dont une grande partie ne savent pas bien lire et ne savent pas bien compter, on se dit qu'on n'est pas bien barré. Ça veut dire que l'emploi, c'est aussi en amont la réforme de l'éducation nationale. Je fais référence au débat qui est actuellement sur la réforme du collège, qui est pris de manière ubuesque, où on prend l'hypothèse que l'égalité, c'est faire en sorte que deux individus se ressemblent et partent avec le même bagage. Et donc on fait pareil pour tout le monde et on va dans le mur. D'accord ? Donc je ne vais pas insister sur ces sujets-là, mais la formation, notamment dès le plus jeune âge, fait partie des solutions pour l'emploi. Sur les parties des emplois non qualifiés, notamment peu rémunérer le SMIC, nous avons un SMIC qui aujourd'hui en France est un des plus coûteux d'Europe, parce qu'il est chargé, avec des charges sociales qui représentent en gros 60% du salaire, enfin qui fait que le SMIC représente en charge 60% du salaire médian, contre en moyenne 40% sur les pays européens. Donc on a un emploi peu qualifié qui coûte très cher à l'entreprise. L'idée, c'est de garder, de préserver le pouvoir d'achat du SMIC pour le salarié, en faisant en sorte que ce que ça coûte en brut, ce soit son net. D'accord ? Et que les charges sociales ne soient plus payées par les entreprises. Alors évidemment, vous allez me dire, ça coûte beaucoup d'argent ça. Oui, ça coûte 30 milliards d'euros. Pour pouvoir faire ça, ça va tellement libérer. Nous, on estime qu'une mesure de ce type-là, faire en sorte d'avoir une mesure fiscale très forte sur les faibles salaires, peut créer 1 million d'emplois. Alors on va dire, mais quel million d'emplois, puisque ce sont les robots qui bougent les emplois non qualifiés. Pas du tout. On ne parle jamais en France, et c'est un scandale, d'un secteur qui aujourd'hui ne se développe pas comme il devrait se développer, qui ne requiert pas une qualification qui soit la plus forte possible, mais qui requiert en revanche une capacité altruiste. Ce sont tous les services à la personne. Pourquoi les services à la personne ne se développent pas en France ? Parce que ce sont des emplois qui sont généralement sur des petites structures où les marges sont très faibles et que le coût de l'embauche d'un salarié est extrêmement élevé.
On a là la possibilité de créer 1 million d'emplois en faisant en sorte d'agir sur la fiscalité, sur les bas salaires. Autre mesure, je reviens sur la formation, mais la formation à tous les âges. En France, on aimerait bien mettre en place la flexi-sécurité à la danoise ou dans les pays du Nord. La flexi-sécurité, c'est quoi? C'est le fait de ne pas avoir peur de perdre son emploi parce qu'on est sûr d'en trouver un très vite. Le problème, c'est qu'en France, on a gardé le mot sécurité, on n'a jamais mis en place la flexibilité. Ça veut dire qu'un contrat de travail, avant de le signer, eh ben, il faut vraiment savoir si on va pouvoir donner du travail sur une très longue durée à quelqu'un, parce qu'on sait que pour se séparer de cette personne-là, ça sera super compliqué. Donc on crée des castes de ceux qui ont un job et de ceux qui n'en auront jamais. 85% des embauches aujourd'hui sont faites en CDD. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué pour un entrepreneur de prendre le risque, parce qu'aujourd'hui c'est un risque, de signer un contrat de travail compte tenu de toutes les sécurités qui sont autour de ce contrat de travail. Et sur la partie flexibilité, pour être sûr de pouvoir retrouver un emploi très facilement, il faut de la formation. Or, la formation professionnelle, qui est une véritable gabegie insupportable en France, notamment liée aux problématiques de financement syndicaux, 13% des sommes de la formation professionnelle vont aux sans-emploi. 13% des sommes de la formation professionnelle vont aux sans-emploi. Alors que c'est eux qui auront besoin d'être formés pour faire en sorte de pouvoir se requalifier et trouver de nouveau un emploi. Bref, on marche sur la tête pour des problèmes qui sont extrêmement simples, et tout est un peu lié, hein. Pardonnez-moi si je brosse un portrait un peu large, mais c'est pour faire sentir qu'il n'y a pas une mesure, mais il y a des mesures. Et c'est une cohérence de mesures qui va faire que ça marchera ou que ça ne marchera pas. Une autre mesure que nous avons chez nous citoyens, on l'évoquait tout à l'heure, les filières professionnelles, c'est nul en France, hein. Il faut que tout le monde ait le bac. C'est ça qui est important en France. Et moi, je reprends volontiers le propos d'un homme politique français, parce que les hommes politiques ne sont pas tellement bons dans l'action, mais ils sont vachement bons dans les formules. Hein. Moi, je préfère avoir 100% d'une classe d'âge qui a un job que 80% d'une classe d'âge qui a le bac. Ça, c'est quand même un point qui est vachement important. Et comment on fait pour ça? En dehors des réformes du système scolaire qu'on a évoquées, il y a bien évidemment l'apprentissage qu'on va évoquer tout à l'heure, juste après, mais il y a aussi le fait de revaloriser les filières professionnelles, respecter les différentes formes d'intelligence, créons les grandes écoles des métiers manuels. Il y en a une qui marche bien, même si elle est totalement insuffisante, c'est l'hôtellerie, qui a mis en place toute une filière métier qui part du CAP jusqu'au bac professionnel et qui trouve des débouchés incroyables parce qu'ils sont complètement connectés aux entreprises. J'étais ce midi avec, je fais entre autres de mes activités du coaching de dirigeants, j'étais avec deux patrons d'un groupe de boulangerie, un énorme groupe de boulangerie parisien, c'est une vingtaine de boulangeries, 20 millions de chiffres d'affaires. C'est quand même beaucoup plus petit que Paul. Hein. Ouais. Une boulangerie du Nord. Ouais. Mais ça grandit. Bref, ils étaient en train de m'expliquer qu'ils sont maintenant à 250 salariés, ils veulent doubler en 3 ans. Le problème, c'est qu'ils ne trouvent pas de pâtissiers. Et ils sont en train de réfléchir à créer une école interne de formation de pâtissiers. Mais c'est une belle idée, mais faisons ça au niveau national. Enfin, créons une filière de la pâtisserie, créons une filière de la menuiserie. Regardons les métiers aujourd'hui sur lesquels il manque du monde. 450 000 offres d'emploi non pourvues, parce qu'il n'y a pas adéquation entre la formation et la recherche d'emploi, et l'offre d'emploi. Donc, il y a toute une problématique autour de la capacité à former les salariés tout au long de leur vie. Il y a toute une problématique autour de la revalorisation des formations. Et puis, et je terminerai par là avant de passer à l'apprentissage, il y a toute la problématique du dialogue social. Ça non plus, ça coûte pas cher, le dialogue social. Vous voyez dans quel état on est empêtré actuellement sur des syndicats qui n'ont pas envie de négocier avec d'autres syndicats, le gouvernement qui veut légiférer et poum, pour faire quelque chose qu'on refera après. Enfin, le dialogue social en entreprise sur un mode très pragmatique, c'est quoi? C'est le chèque syndical. Faisons en sorte d'avoir des syndicats forts en France. Ça peut paraître choquant, mais plus nous aurons des syndicats forts et représentatifs, plus ils joueront leur rôle et plus ils seront débarrassés de toute la logique détestable dans laquelle ils sont de conflit d'intérêts. Avec 8% de représentation syndicale en France, vous avez les apparatchiks des syndicats qui ne vivent pas des adhérents, mais qui vivent de subsides,
dont ils sont redevables. Et ça, ce n'est pas normal. Le chèque syndical financé par l'entreprise de manière anonyme permet à tout salarié de manière obligatoire à devenir adhérent d'un syndicat de son choix. Et là, on va voir quels sont les syndicats qui seront vraiment représentatifs. Voilà une idée très simple. Deuxième idée qui est en cours, mais on voit bien la difficulté à la mettre en œuvre quand on a des gens qui ne se parlent pas, c'est pour ça que j'appelle à un cessez-le-feu idéologique, c'est la refonte des seuils sociaux. Et puis, donc les seuils sociaux, vous savez ce que c'est que la représentation des syndicats change à 10, 50 salariés, essentiellement. D'accord ? N'oublions pas que pour passer de 49 à 50, c'est 30 mesures administratives de plus qui représentent un peu plus de 2% de la masse salariale. D'accord ? Ce qui explique qu'il y a 3 fois plus d'entreprises à 49 salariés que d'entreprises au-dessus de 50. Parce qu'on ne franchit pas le pas. Donc il y a tout un ensemble de mesures qui ne coûtent pas cher, sur lesquelles il faudrait se diriger pour faire en sorte de flexibiliser le marché du travail, en formant mieux les gens et en mettant des dispositions fiscales qui permettraient de pouvoir libérer les freins à l'embauche des salariés qui sont malheureusement les moins formés. Alors après, pour les jeunes, j'ai évoqué la réforme de l'éducation nationale qui est absolument indispensable. C'est juste inadmissible qu'en 6e, vous ayez c'est quoi ? C'est 15% des élèves qui ne savent pas lire en 6e, 20% des élèves qui ne savent pas lire et écrire en 6e. Et ces gens-là, on veut leur faire apprendre une deuxième langue. C'est chouette, hein ? Ça, c'est parce que c'est l'égalité des chances de faire en sorte que quelqu'un qui ne sait déjà pas parler français apprenne l'espagnol ou l'allemand. Bon, donc il y a un vrai problème. Je fais une petite parenthèse parce que celle-là est rigolote, pour vous dire à quel point les gens qui ont travaillé sur la réforme des programmes et la réforme du collège sont totalement déconnectés de la réalité. Sachez que dans le langage administratif de l'administration d'éducation nationale, le ballon, c'est un référentiel bondissant. Sachez qu'une piscine, c'est un plan, je ne l'ai même plus en tête parce que c'est en 10 mots. Bref, on a des choses qui sont faites en dépit du bon sens. Et notamment, en termes de bon sens, et je terminerai là-dessus, pour une fois qu'on a formé les jeunes dans le système éducatif, qui est un système éducatif qui serait amélioré, il faut leur donner la capacité de vivre la vie réelle très vite. Il y a une enquête, et je terminerai là-dessus, qui pose la question à des professeurs: pensez-vous que l'enseignement en France est adapté au métier de plus tard ? Cette question-là, on la pose aux profs et on la pose aux chefs d'entreprise. 78% des profs disent oui, 28% des chefs d'entreprise disent oui. On a donc une véritable distorsion complète de vision de ce qui est adapté entre l'enseignement que l'on donne et ce que l'on vit en entreprise. Et c'est pour ça, mais vraiment pour ça, que l'apprentissage qui marche bien dans les différents métiers, 50% des Suisses de 15 à 19 ans sont en apprentissage, 25% des Allemands. Ça marche bien, et dans ces pays-là, il y a une corrélation très forte entre l'apprentissage et sa capacité à être mise en œuvre, et on verra que c'est un vrai problème en France, et la baisse du chômage des jeunes, parce qu'ils sont très vite confrontés à la vie réelle, et ils sont très vite mis dans le bain de la professionnalisation. Ça, c'est un point clé, et c'est là-dessus que je m'arrête pour laisser la parole à Thibaut. Merci Eric. Je pense que c'était important évidemment, mais de rappeler que évidemment l'emploi et l'apprentissage c'est évidemment directement lié. Peut-être rapidement pour me présenter. Alors d'abord, c'est pas sans émotion quand même que je viens ici aujourd'hui, parce que ça faisait, je crois que ça fait 20 ans maintenant que je ne suis pas revenu à Saint-Omer, où j'ai fait mes études et mes premières bêtises, et aussi mon premier apprentissage. Donc je suis assez content d'être parmi vous, et je remercie Frédéric de m'avoir donné cette possibilité de revoir la Grand Place. Je vais vous dire aussi sur l'apprentissage, et puis pour rebondir, effectivement, on n'est pas là pour faire de la politique politicienne, mais ce qui nous a fait tous nous engager, à nous citoyens, et la grande majorité des 13 000 adhérents aujourd'hui, c'est justement qu'on a des enfants, qu'on est impliqué dans la société civile, et qu'on en a marre juste de rouspéter, et qu'on se dit qu'il y a des solutions qui existent évidemment sur le terrain. On a aussi une partie des solutions, nous, citoyens, et que c'est absolument essentiel qu'à un moment donné,
plutôt que de se plaindre et de constater effectivement avec raison et dépit la façon dont les politiques se comportent, plutôt de se dire prenons notre bâton de pèlerin, faisons fonctionner notre cerveau, essayons de le mettre en série et puis agissons. Donc c'est vraiment avec l'humilité évidemment du citoyen. Je ne suis pas un grand spécialiste de l'apprentissage. Moi je suis un chef d'entreprise un petit peu particulier, puisque mon entreprise c'est une association qui développe des entreprises d'insertion. Et donc je suis confronté évidemment au quotidien. J'ai à peu près 450 salariés dans mon entreprise, dans mes entreprises, mais c'est des entreprises qui ont pour seule et unique vocation de permettre à des gens en galère de pouvoir remettre le pied à l'étrier par le travail. Parce que le travail, c'est la colonne vertébrale pour retrouver sa dignité, son autonomie, et c'est évidemment ce que disait Frédéric, quelque chose qui est très important à nous citoyens. Et on ne peut pas constater, je constate tous les jours, j'ai évidemment des jeunes qui sortent du système scolaire, les 150 000 dont parlait Eric, qui arrivent perdus, sans code, sans qualification, sans perspective, et on ne peut pas laisser nos jeunes dans cette désespérance-là. C'est pour ça que le sujet de l'apprentissage, c'est quelque chose de très important pour nous, et évidemment nos commissions travaillent, et donc on sera ravis évidemment que vous critiquiez, que vous proposiez à la sortie pour enrichir toutes ces propositions qui ont pour vocation ensuite de peser dans le débat politique et de dire maintenant ça suffit, il faut avancer sur des propositions concrètes et qui sont montées du terrain. Voilà, après cette petite introduction, pour rebondir sur ce que disait Eric, le chômage des jeunes, l'apprentissage et le chômage des jeunes, d'abord il faut savoir que c'est directement corrélé. Le chômage des jeunes, c'est un scandale, c'est une gangrène, c'est une plaie pour tous les parents qu'on peut être, parce que du coup on vit dans l'inquiétude de se dire mais quelle va être la place que la société va donner à nos enfants. Et aujourd'hui on vit quand même dans un pays où 25%, un quart des jeunes aujourd'hui de 18 à 24 ans sont au chômage. Comment voulez-vous avoir de l'espoir? Comment voulez-vous vous mettre en perspective et vous engager avec optimisme dans l'avenir, essayer de développer vos talents, si vous commencez dans la vie en vous disant il y a déjà un jeune sur 4 qui va être mis de côté. Le deuxième constat aussi, c'est le problème de l'éducation nationale qui fait qu'on a un jeune sur 5 qui est ce qu'on appelle, c'est Daniel Vasseur qui me rappelait ça, des nets, c'est-à-dire qui n'ont ni éducation, ni qualification, ni travail, ni éducation, ni travail, ni formation. Les fameux nets, comme ça, voilà, grâce à Daniel, j'ai appris quelque chose qui me semble important à avoir en tête. Alors, je ne vais pas vous assassiner de chiffres, mais derrière, on va pas s'attarder au constat, parce que franchement, de toute façon, on les entend déjà à la télé, on les connaît dans nos entreprises, on les connaît avec les jeunes, etc. Donc, peut-être juste pour en poser, j'en donnerai 2-3, et puis ensuite, après, d'ailleurs, on va aller quand même rapidement à ce qu'on aimerait bien proposer et notre vision de la place de l'apprentissage en France. Le point sur les chiffres que je veux dire, c'est que c'est pas une question de moyens, il faut arrêter avec les moyens, et d'ailleurs les propositions qu'on va faire, c'est de développer l'apprentissage, et vous allez voir pourquoi on peut faire des économies. La preuve en est d'ailleurs, c'est que notre pays, qui est très généreux, a augmenté de 56%, je crois, les dépenses en matière d'apprentissage sur les 8 dernières années. On a mis les moyens, et pourtant, on a sur les 5 dernières années, 46 000 apprentis en moins. Donc il faut arrêter avec cet enchevêtrement de solutions, de dispositifs, etc., qui fait qu'en fait on met de l'argent dans un trou, et pendant ce temps-là, il y a de moins en moins d'apprentis, de moins en moins de jeunes qui trouvent de solutions. Donc c'est pas forcément une question de moyens, et ça c'est quelque chose qui est aussi important à nous citoyens, c'est on dit on peut faire beaucoup mieux avec moins. Voilà, et c'est important, et évidemment pas au détriment de la solidarité, parce que la solidarité, c'est un des axes essentiels, évidemment, de nos valeurs et de notre parti. Peut-être aussi un
un chiffre, alors il y en a qui ont ras-le-bol d'être comparés aux Allemands, mais honnêtement, sur ce qui est de l'apprentissage, nous on pense que c'est bien aussi de regarder ce qui se passe un petit peu ailleurs. En matière d'apprentissage, les pays nordiques, l'Allemagne, la Suisse, sont quand même des pays qui sont très en pointe là-dessus, et c'est bien de regarder ce qui marche. C'est d'ailleurs ce qu'on fait dans nos entreprises, dans nos commerces, dans la vie de tous les jours. On regarde ce qui marche, et puis on se dit, bah tiens, peut-être que je ferais mieux de changer si jamais, puisque ça marche mieux chez le voisin. En Allemagne, 1 400 000 apprentis. En France, on est à 430 000, 429 000. Donc ça, voilà, ça pose quand même un petit peu question et ça pose quand même un petit peu le débat. La deuxième chose aussi, c'est que on a 2/3 des jeunes en apprentissage en Allemagne qui sont recrutés ensuite dans l'entreprise. En France, c'est 1/3, 2 fois moins. Et donc ça veut dire quoi? Comme première réflexion, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas aujourd'hui en France une vision de l'apprentissage qui est l'outil pour rentrer dans la vie active, pour pouvoir développer ses compétences et s'intégrer au monde de l'entreprise, et pour pouvoir se lancer dans un parcours où ensuite, progressivement, on va pouvoir développer ses compétences comme ça l'est en Allemagne. Non, nous, jusqu'à maintenant, on a utilisé l'apprentissage, les politiques, les organisateurs ont utilisé ça plutôt comme une forme de politique de l'emploi pour les jeunes. Et donc ça change complètement, et on y reviendra tout à l'heure, ça change complètement l'approche des choses. Nous, ce qu'on dit, c'est que l'apprentissage, ça doit être une voie d'entrée majeure dans la vie active pour les jeunes, avec cette alternance qu'il y a entre le travail, commencer à découvrir le travail, les codes du travail, comment ça fonctionne, enfin pas le code du travail, hein, mais les codes dans l'entreprise, d'être accompagné par un maître d'apprentissage et en même temps, évidemment, en parallèle, acquérir ses qualifications, ses compétences. On sait qu'on vit dans un monde où le CDI, les métiers, les générations qui rentrent sur le marché du travail vont être amenées à faire peut-être jusqu'à 20 métiers différents. Et donc, ce qui est important, c'est le socle de compétences et les qualifications qu'ils vont avoir pour pouvoir bouger d'une entreprise à une autre, évoluer, être capable de s'adapter à un monde qui, évidemment, est en transformation permanente. La deuxième réflexion, et là, on n'est pas bon, et je ne sais pas s'il y a des chefs d'entreprise de PME ou d'entreprises de taille intermédiaire, ou etc., mais les entreprises ne sont pas engagées dans l'apprentissage. L'apprentissage ne se fait quasi exclusivement que dans les toutes petites entreprises, chez les commerçants, chez les artisans, mais les entreprises de manière générale, et je nous mets dedans, ne sont pas impliquées dans l'apprentissage, à la différence de l'Allemagne, où toutes les entreprises, les petites, les moyennes, les grandes, toutes sont mobilisées, impliquées dans l'apprentissage, parce que justement, elles voient l'apprentissage comme le moyen de fabriquer, de préparer les compétences qui vont servir au développement de la richesse du pays, au développement de leurs entreprises. Là où nous, on le voit comme souvent encore beaucoup trop, comme éventuellement un moyen de donner une chance à un jeune qui est en galère, ou une solution pour essayer de lutter contre le chômage. Donc ça, c'est la deuxième réflexion. Je suis désolé, mais moi, je suis pas comme lui. J'ai besoin quand même de 2-3 petites antisèches pour pas dire de bêtises. Le troisième point, en fait, je l'ai déjà dit, donc finalement, je n'avais pas besoin d'antisèches. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait un petit peu ces éléments de constat, qu'on a partagé tout ça, nous, ce qu'on pense, c'est que les leviers, on va dire, pour maintenant, qu'est-ce qu'on fait et comment les choses peuvent changer. Clairement, pour la faire simple, il faut clarifier les rôles. Je vais y revenir, clarifier les rôles. En France, on est encore dans un millefeuille, dans un truc incompréhensible, qui fait que toute l'organisation de l'apprentissage, vous allez voir, fait que ça ne peut pas fonctionner parce qu'on ne sait pas qui est responsable, on ne sait pas à qui s'adresser, etc. Donc il y a un vrai enjeu de clarifier les rôles. Le deuxième point, c'est de passer à la régionalisation de cette politique. On y reviendra, et ça c'est quelque chose qui est très important à nous citoyens, c'est que là où ça peut se faire localement, c'est au niveau local qu'on connaît son territoire, son bassin d'emploi, ses jeunes, ses problématiques, et il faut arrêter de décider à Paris de choses
qui se passe sur les territoires. Et les territoires sont différents d'un endroit à un autre, les problématiques sont différentes, et donc il faut régionaliser, il faut faire confiance aux régions, aux territoires pour piloter l'apprentissage, pour piloter l'avenir de nos jeunes. L'implication des entreprises, on verra pourquoi elles ne sont pas assez impliquées et qu'est-ce qu'on propose pour qu'elles puissent s'impliquer plus, que je ne dis pas les entreprises ne font pas leur boulot, mais pourquoi elles ne font pas leur boulot et qu'est-ce qu'on peut faire pour que les entreprises s'engagent avec nous dans la voie de l'apprentissage. Ensuite, il y a clairement une question d'évaluation des résultats, mais ça c'est vrai sur, je pense quasiment sur toutes nos commissions. En France, on lance des idées, on met du pognon dedans, et on ne mesure jamais l'efficacité de ces résultats. Donc ça, c'est quelque chose qui va être très important, qui est un élément pour nous essentiel. Et ensuite, évidemment, la simplification qui est quelque chose qui nous semble évident. Alors, quand on dit régionaliser et clarifier les rôles, aujourd'hui, un des problèmes de l'apprentissage, c'est qu'on a l'éducation nationale d'un côté, avec les lycées professionnels, où on forme au CAP, au BEP, où les jeunes peuvent passer des CAP, des BEP. Ça dépend de l'éducation nationale. Je ne vais pas rentrer dans le détail ce soir, mais vous imaginez parfois la déconnexion totale qu'il peut y avoir entre la manière de penser de l'éducation nationale et la réalité de ce qui se passe dans les entreprises et dans les branches professionnelles. Donc ça crée des décalages. La deuxième des choses, c'est que du coup, on a une proportion de jeunes qui acquièrent leur qualification sans passer par l'apprentissage, qui est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce qu'à l'éducation nationale, on a plus de 85% des jeunes qui passent un CAP ou un BEP, juste ils apprennent le métier, mais ils ne passent pas par la case entreprise, par la case de l'alternance. Et évidemment, ça fait des jeunes qui sont déconnectés et désarmés ensuite quand ils doivent rentrer dans l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment un premier enjeu, c'est de confier l'ensemble de l'apprentissage au pilotage unique des régions. On arrête avec une partie des CAP et des BEP à l'éducation nationale et puis une partie qui se fait dans les régions. Non, c'est aux régions, et c'est ce qu'on poussera évidemment dans le cadre des régionales, on confie le pilotage unique aux régions sur la partie apprentissage. Évidemment, ça se fera par un transfert aussi de l'argent qui est aujourd'hui dépensé à l'éducation nationale aux régions. Par ce mécanisme-là, en plus de ça, ça va permettre de faire 1,6 milliard d'euros d'économies à l'État, à la collectivité publique, et derrière, c'est ou les impôts, ou les charges, ou etc. Donc 1,6 milliard, pourquoi ? Parce que ça coûte beaucoup plus cher de former un jeune en lycée professionnel pour acquérir un CAP, et en apprentissage pour acquérir le même CAP. Donc on a quelqu'un qui est plus employable et qui a le même diplôme. Il coûte à la collectivité aujourd'hui de l'ordre de 8 500 €. Et par contre, quand il passe par le lycée professionnel, il coûte 11 500 € et il est beaucoup moins employable par les entreprises, parce que je pense qu'il y a quelques entrepreneurs aussi dans la salle. Évidemment, une formation théorique d'un métier, c'est pas ça qui fait qu'on a quelqu'un qui va être capable ensuite derrière d'apporter quand même une productivité, une valeur ajoutée directe à l'entreprise. Donc, ça c'est très important. Les régions, l'État, c'est pas qu'on lui demande de ne plus rien se mêler, mais, alors j'ai plus tous les noms en tête, mais je crois qu'il y a le CEREC, il y a le CNFOP, il y a l'IGAS, il y a la DARES, il y a la direction de la formation et de l'apprentissage de la DGEFP. On a évidemment un magma de gens qui sont censés s'occuper de l'apprentissage. Évidemment, quand on en a plein, il n'y a plus personne qui est responsable de rien. Donc nous, ce qu'on propose, c'est une agence unique, par contre, qui n'est pas noyée dans l'emploi, la formation professionnelle, ou etc. C'est une agence unique de l'apprentissage, parce que pour nous, c'est une grande cause nationale, l'apprentissage. Et donc, que cette agence unique, elle garantisse l'équilibre l'équilibre entre guillemets dans les régions, qu'elle dote évidemment les régions à travers ces dotations de financement de l'État aux régions, que les régions qui sont dynamiques, qui font des efforts en matière d'apprentissage, évidemment qu'elles touchent plus d'argent, plus de dotations, plus de moyens que celles qui ne se mobilisent pas. Parce que c'est quand même au portefeuille qu'on mobilise et qu'on stimule les gens et les dynamiques. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est évidemment pour s'occuper des référentiels métiers, parce qu'on ne va pas apprendre le métier
que le référentiel en tout cas soit différent, le référentiel métier du boulanger en Rhône-Alpes ou dans le Nord-Pas-de-Calais, même si c'est vrai qu'on a quand même des meilleures baguettes qu'en Rhône-Alpes. Donc le référentiel métier, et puis ça c'est le rôle de l'État, mais c'est tout, et ça n'est plus à lui de décider, comme ça se passe aujourd'hui, en dernier recours, de l'écriture de ces référentiels métiers, de la manière dont on fait la baguette ou de la manière dont on va devenir chaudronnier ou électromécanicien, ou etc. Donc vraiment, chacun à sa place, on supprime le millefeuille, et ça, vous verrez sur nos propositions aussi sur la lutte contre l'exclusion, sur l'emploi, ou etc. Supprimer le millefeuille, simplifier les choses, c'est quelque chose d'absolument essentiel pour être plus efficace et que ça coûte moins d'argent. La deuxième des choses, c'est qu'il faut évidemment favoriser l'accès à l'apprentissage. Donc, je l'ai déjà évoqué un petit peu tout à l'heure, les jeunes que progressivement, évidemment, ça va pas se faire comme ça en une année, parce qu'il va falloir accompagner ça, progressivement, que basculent ces lycées professionnels, qui deviendraient plutôt des lycées des métiers, pour être un petit peu en regard de ces grandes écoles des métiers, pour revaloriser tous les métiers. Et donc que progressivement ça bascule dans l'apprentissage. Je vous ai dit, ça fait 450, ça si on fait ça, même en étant moins bon que les Allemands, les Suisses, ou etc., c'est 460 000 apprentis en plus. La deuxième des choses, c'est qu'on supprime, nous ce qu'on propose c'est de supprimer les contrats aidés. Et moi, pour le coup, là, à titre un petit peu personnel, j'en ai vu beaucoup, moi, des jeunes qui sont passés par des contrats aidés, ce qu'on appelle le non-marchand. Le non-marchand, c'est le secteur qui n'est pas connecté au marché du travail, au secteur concurrentiel, ou etc. Alors je ne dis pas qu'il n'a pas parfois ses vertus, vaut mieux ça que rien du tout, mais c'est un petit peu ce qu'on essaie de nous vendre. Et moi j'ai vu des jeunes qui ont passé leur temps dans des CES pendant 2 ans à ouvrir ou fermer des portes de métro à la RATP, ou à être tanké, pardonnez-moi l'expression, mais dans un collège qui n'avait pas spécialement demandé à avoir un jeune, ou etc. Et donc finalement, ce jeune qui était déjà sans qualification, au bout de 2 ans, vous imaginez qu'ensuite après derrière, il va se présenter devant une entreprise et qu'il va expliquer ce qu'il faisait, en quoi ça va l'aider. Et ça coûte en plus de ça énormément d'argent. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de supprimer progressivement tous ces contrats aidés non marchands pour orienter cela sur l'apprentissage des métiers et sur l'apprentissage de qualification et cette alternance dans l'emploi. La troisième chose, c'est il y a l'agence unique au niveau national, mais alors là, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce que je vous ai dit, c'est que c'est au niveau des territoires que les choses doivent se passer. C'est vrai en matière de lutte contre l'exclusion, c'est vrai en matière d'apprentissage, c'est vrai en matière d'emploi. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est mettre en place des agences uniques à l'échelle de territoire d'à peu près 20 000 à 30 000 habitants. Ces agences uniques, c'est pourquoi aujourd'hui, vous avez les missions locales, vous avez le pôle emploi. Tiens, d'ailleurs, par exemple, le pôle emploi, il faut avoir en tête que le pôle emploi ou les missions locales, et je ne suis pas en train de taper sur les agents du pôle emploi, je suis en train de constater les dysfonctionnements qu'il y a dans ce type d'agence, parce que les agents du pôle emploi, eux, ils subissent le système comme les chômeurs. Et donc, là-dessus, d'avoir cette agence unique, pourquoi? Aujourd'hui, dans l'apprentissage, vous prenez en Allemagne, toujours, les Allemands, j'ai fait langue vivante, deuxième langue allemand, mais j'ai tout oublié à part Ya et Nein, je suis désolé. Mais sur cette question de l'agence unique, les missions locales et le service public de l'emploi, ils sont à l'origine de 19% des contrats d'apprentissage. En Allemagne, 70%. Pourquoi? Parce qu'ils sont non seulement mobilisés sur la question de l'apprentissage et du chômage des jeunes, ce qui n'est pas le cas. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site internet de Pôle emploi, pour réussir à trouver comment on trouve un contrat d'apprentissage ou etc., mettez-vous dans la tête d'un jeune et regardez une fois que vous avez trouvé, en ayant cliqué 8 fois, ce que vous allez trouver, vous allez vous dire, c'est normal qu'il s'en sorte pas. On lui dit, il faut que tu te débrouilles pour trouver ton entreprise, il faut que tu te débrouilles pour trouver ta formation. Et on te renvoie à la chambre consulaire, on te renvoie à la chambre de commerce, on te renvoie à telle ou telle autre chose pour te débrouiller pour ça. Et donc on se retrouve avec des jeunes qui de temps en temps trouvent la formation, mais ne trouvent pas l'entreprise. De temps en temps ils trouvent l'employeur, mais ils ne trouvent pas la formation. Bref,
Donc c'est un gaspillage et il n'y a pas de mobilisation pour aider les jeunes à rentrer dans l'apprentissage. Donc cette agence unique qui regroupe l'action sociale, l'accompagnement, l'accès à la formation et l'emploi, c'est à elle que serait confié l'apprentissage. Évidemment, après derrière, avec un système aussi de bonus-malus, c'est-à-dire des agences qui travaillent bien, qui s'impliquent dans l'apprentissage, qui ont des bons résultats, et on les aide plus. Il y a celles qui ne s'impliquent pas, elles n'ont pas les petits bonus qui vont faire qu'il va y avoir une dynamique sur le territoire. Voilà pour le deuxième point, donc favoriser l'accès des jeunes à l'apprentissage. Le troisième point, c'est évidemment les entreprises. Parce que c'est bien beau de dire de l'apprentissage, mais on a bien vu que aussi les entreprises ne proposent pas assez de contrats d'apprentissage. Alors, première chose, quand on dit simplifier, je ne sais pas si certains sont entrepreneurs, moi j'embauche chaque année pas mal d'apprentis, plus d'ailleurs que l'obligation légale, mais je peux vous dire qu'il faut avoir fait Polytechnique, enfin encore que non, c'est pas un bon exemple, parce qu'eux ils se perdent... Bon. Mais il faut avoir... vous avez besoin maintenant de juristes et etc. pour signer un contrat d'apprentissage. Donc il faut simplifier, notamment nous ce qu'on pense, c'est qu'il faut au moins simplifier deux choses. Un d'abord, rattacher un petit peu le contrat d'apprentissage à la logique du contrat à durée déterminée. Aujourd'hui, on ne peut pas arrêter un contrat d'apprentissage. Si ça se passe mal avec un jeune, si ça ne se passe pas bien, on ne peut pas l'arrêter. Donc c'est pas bon pour le jeune, c'est pas bon pour l'entreprise, et évidemment, le chef d'entreprise, ça le bloque. Donc c'est évidemment respecter le droit du travail et le droit du salarié, mais le contrat à durée déterminée de droit commun suffit à ça. Donc, donner de la souplesse au chef d'entreprise sur le contrat d'apprentissage et aussi à l'apprenti pour pouvoir sortir du contrat d'apprentissage si jamais ça se passe mal. Et la deuxième principale chose, je ne rentrerai pas dans les détails, la deuxième principale chose, c'est la modulation sur le temps du contrat d'apprentissage. La modulation, aujourd'hui, c'est en France, la durée moyenne de l'apprentissage, alors c'est 2 ans, il y a des contrats 1 an et puis des contrats 2 ans. Mais vous ne pouvez pas moduler en fonction de la nature du métier. Il y a des métiers qui s'apprennent un petit peu plus forcément, qui ont besoin de beaucoup plus de temps pour que le jeune il apprenne le métier. Il y a aussi un autre truc pour l'entreprise, c'est que l'investissement, si vous savez que tel métier, de façon, il va falloir au moins 12 mois, donc le jeune soit capable de commencer à produire quelque chose, et qu'au bout de 2 ans, ça s'arrête, alors qu'il n'a même pas encore terminé son apprentissage, c'est moins intéressant pour l'entreprise. Donc il faut moduler et s'adapter au métier, donc donner de la souplesse là-dessus. En Allemagne, toujours, la durée moyenne d'un contrat d'apprentissage, c'est 3 ans. En France, c'est 1,7 ans. Donc, cherchez l'erreur. Ensuite, autre chose pour inciter les entreprises, il faut une aide unique. Je pourrais vous en citer un paquet. Alors, en fonction de si vous êtes moins de 10 salariés, 50 salariés, plus de 250, déjà il y a plein de différences. Vous avez des crédits d'impôt, vous ne payez pas évidemment les charges sociales et fiscales, vous avez des aides de la région, parfois, en fonction de la taille, vous pouvez avoir des aides des chambres consulaires, etc. Donc il y a un gros paquet d'aides, mais on ne sait même pas, il faut remplir des papiers, des CERFAD, etc. Donc nous, évidemment, on aime bien les choses simples. Je suis désolé, mais on est un petit peu bête et méchant, bête et méchant, pas bête et méchant, mais un petit peu basique, on va dire, à nos citoyens. Et donc, on ne voit pas pourquoi il faudrait faire compliqué quand on peut faire simple. Et donc, comme on ne voit pas ça, on dit une aide unique, avec un système avec un petit bonus à l'entreprise si le jeune va au bout de son apprentissage et qu'il obtient son diplôme. Il faut aussi inciter à ça, mais une aide unique. J'insiste aussi sur quelque chose, il y a des nouvelles dispositions qui ont été faites en 2014, qui ont été prises en 2014. Alors c'est quand même assez amusant, parce qu'on entend, à la télé, vous les entendez, ils disent « Oui, l'apprentissage, il faut développer l'apprentissage, dis donc les entreprises, pourquoi vous ne prenez pas des apprentis ?» Donc c'est très intéressant, mais en même temps, ça, plus le choc de simplification. Et si vous regardez les nouvelles dispositions qui sont passées en 2014, on a baissé de 40% le budget consacré à l'apprentissage. Bon, alors donc on veut développer, mais on baisse les moyens. Et on a créé encore des nouvelles règles qui contraignent l'apprentissage. Donc ça, il faut sortir de ça, et donc l'aide unique. Et puis le
Le dernier point, c'est d'impliquer les entreprises, évidemment, dans les référentiels. J'ai déjà un petit peu évoqué. Et donc, quand je dis les entreprises, après derrière, à travers les branches professionnelles, et surtout qu'elles accompagnent. Aujourd'hui, il faut 2 à 3 ans pour juste faire évoluer un référentiel. Comment voulez-vous, si le métier il change, que les nouvelles machines elles arrivent, etc., et que tout le processus met 3 ans pour s'adapter au métier. Et donc, ça, quand c'est piloté par les branches professionnelles, et d'ailleurs ça se fait déjà en France, c'est pas qu'on ne sait pas le faire. On le fait sur les contrats de professionnalisation, ça fonctionne beaucoup mieux que sur l'apprentissage, autant appliquer les mêmes règles. Voilà. Le dernier point, et je terminerai par ça, pour nous, c'est qu'il faut quand même que l'apprentissage, pour nous, c'est la lutte contre le chômage des jeunes. C'est directement corrélé. Hein. Vous regardez, c'est incroyable comment les pays où l'apprentissage est développé, le taux de chômage des jeunes est équivalent, voire plus faible que chez les adultes. La Suisse, les pays nordiques, l'Allemagne, les Pays-Bas. Et puis là où ça n'est pas développé, comme la France, comme l'Espagne ou l'Italie, on a un taux de chômage des jeunes 3 fois plus important. 3 fois plus important. Donc c'est pour ça que pour nous, il doit y avoir un pacte national sur l'engagement de tous sur l'apprentissage. Mais pas un pacte comme on nous a déjà servi, des pactes, je pense qu'on doit être au 12e, mais un pacte du coup sur des objectifs chiffrés, et des objectifs chiffrés non seulement sur le nombre de contrats d'apprentissage, mais aussi sur les taux de rupture, avec les moyens qu'on va se donner pour ça. Ça, c'est pour les entreprises. Et une remontée évidemment des statistiques, parce qu'en France, on n'a pas de statistiques. Hein. On ne sait pas du coup combien de... Enfin, pour pouvoir faire des statistiques, il faut en récupérer de partout, et c'est très difficile de piloter du coup et de voir là où ça marche et là où ça marche pas. Donc il faut mettre en place ce système-là. Un pacte national, donc avec des objectifs et une évaluation pour réajuster. Une deuxième chose, c'est la communication. L'apprentissage, il faut changer ça, et ça c'est plutôt au rôle, on va dire, de la nation, de lancer des grandes campagnes de communication pour l'apprentissage. Et puis le troisième point, c'est un engagement de l'État sur la stabilité des règles et des financements. Pour exemple, de l'autre côté du Rhin, 2 lois depuis 1969 sur l'apprentissage, une en 1969 et puis une qui a corrigé quelques petites, ou qui a daté un certain nombre de choses en 2005. Là où nous, depuis 2005, on en est déjà à 5 nouvelles lois avec des nouveaux dispositifs de financement. Donc enfin voilà des propositions un petit peu concrètes, simples, qui non seulement coûtent pas cher mais peuvent même générer des économies et qui, selon nous, de notre point de vue, peut permettre de redonner l'espérance dans notre pays, parce que l'espérance dans notre pays, elle passe d'abord par l'espérance qu'on a dans l'avenir de nos jeunes, et l'apprentissage est évidemment un outil, une politique, un enjeu majeur pour lutter contre le chômage des jeunes. Merci.